Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste et historien Nicolas Bavrez. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama. On a vu l'Ukraine qui a annoncé hier que ses troupes avaient repris plus de 3000 km² de territoire en septembre aux forces russes, lors donc de cette contre-offensive dans le nord-est du pays. Est-ce que 3000 km², c'est assez pour infliger une défaite à la Russie, tout du moins stratégique et psychologique ? Alors, ce n'est pas encore une défaite stratégique, mais c'est vrai que c'est un revers tactique très important pour la Russie. Et donc, ça prouve qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine est en échec sur toute cette opération. Il est en échec militaire. Il est en échec politique parce que l'Ukraine s'est vraiment construite comme nation et elle est en train de se construire comme nation contre la Russie. Il est en échec économique parce que les sanctions vont peser de plus en plus sur l'économie russe. Le pays n'est pas à genoux non plus. Non, il n'est pas à genoux à court terme parce qu'il y a les recettes qui sont liées aux ventes d'hydrocarbures. Mais quand on regarde le moyen terme, toutes les industries fondamentales, l'automobile, l'aéronautique, tout ceci va devoir assez vite s'arrêter. Parce qu'il n'y a plus de microprocesseurs. Même l'extraction des hydrocarbures dans des zones extrêmes va être rattrapée par le manque de pièces détachées. Et surtout, c'est un échec stratégique incroyable, puisque le résultat de tout ça pour l'instant, c'est que l'Allemagne et le Japon réarment, les États-Unis sont de retour sur le continent européen, l'OTAN est ressuscitée, et la Russie va dépendre entièrement de la Chine et dans un rapport de force qui lui est extrêmement défavorable, puisque le rapport de la population et de l'économie, c'est de 1 à 12. Et donc, il y a ce risque de vassalisation de la Russie à l'égard de la Chine. À terme, la Chine, on voit bien l'intérêt qui est de conquérir de l'espace et d'avoir accès aux ressources naturelles de la Russie. Très franchement, pour la Russie, à l'inverse, elle vendra ses ressources moins chères et elle va se retrouver dans une relation de dépendance complète vis-à-vis de Pékin. Est-ce que la guerre en Ukraine est en train de basculer au moment où on se parle ? Ou c'est trop tôt pour le dire? Est-ce qu'on se dirige vers la fin de la guerre? Je pense que c'est trop tôt. C'est-à-dire c'est un revers tactique, c'est pas un tournant stratégique. Mais la question qui se pose toujours, c'est comment est-ce qu'on trouve une porte de sortie? Pour l'instant, comment est-ce qu'on peut finir une guerre? Soit il faut qu'il y ait un vainqueur. Pour l'instant, il n'y en a pas, même si les Russes viennent de subir un revers important. Ou alors il faut que les deux parties acceptent de discuter, ou alors qu'il faut qu'on ait un tiers médiateur qui puisse obliger les... La Turquie, on pense à la Turquie Oui, mais la Turquie est un tiers de bonne composition. Ce n'est pas une puissance telle qu'elle puisse en tout cas expliquer aux deux belligérants que maintenant il faut vraiment discuter. Et vous pensez à qui alors? Qui peut être dans ce rôle? Pour l'instant, il n'y a personne. Et donc c'est pour ça qu'à court terme, cette guerre va se prolonger. Bon, un petit mot maintenant de la France qui aura bientôt rempli à 100% ses stocks de gaz. On est à 92 ou 93%, mais on sait que ces stocks ne représentent que 20 ou 30% de la consommation annuelle de gaz en France, dont la moitié est consommée évidemment en hiver. Risque de pénurie ou pas en cas de vague de froid prolongé? Encore une fois, le gaz et aussi évidemment l'électricité, même si tout dépend d'EDF, bien sûr, avec beaucoup de réacteurs nucléaires qui sont fermés. C'est excellent que les stocks de gaz aient été reconstitués de manière efficace, mais ceci ne nous prémunira pas contre une pénurie d'énergie si l'hiver est rude. Et on voit déjà aujourd'hui que la France, il y aurait une grande illusion à partir du bouclier tarifaire, c'est de penser que la France n'est pas touchée par cette crise. La France est déjà directement touchée par cette crise. On le voit avec déjà la baisse de la production industrielle et un certain nombre d'entreprises qui sont amenées à réduire ou à interrompre leur production. On le voit dans l'agriculture avec le problème des engrais. Donc, la France est clairement touchée. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'a priori, avec le nucléaire, qui est une énergie à la fois décarbonée, pilotable, normalement, cette crise aurait dû être le triomphe du secteur énergétique français. Et malheureusement, c'est un désastre. Alors à qui la faute? Parce que le président sortant, Jean-Bernard Lévy, patron d'EDF, a dit « Moi, on m'a pas demandé d'ouvrir des centrales, mais d'en fermer. » Je crois que là-dessus, les choses sont extrêmement claires, c'est-à-dire que EDF a certainement des responsabilités, notamment, c'est quand même ahurissant de se retrouver dans une situation
ou sur un parc de 56. Il y en a 32 qui sont à l'arrêt. Voilà, et donc il y a une part de responsabilité d'EDF là-dedans. En revanche, il est vrai que le fait que la France ait commencé à désinvestir massivement dans le nucléaire et que finalement on ait complètement accepté l'idée allemande qui était l'idée de sortie du nucléaire et de basculement vers des renouvelables avec la couverture du gaz russe, c'est vrai que ça c'est une vraie responsabilité des gouvernements français et particulièrement de François Hollande et d'Emmanuel Macron. La fermeture de Fessenheim est quelque chose qui est complètement aberrant. Cette centrale avait été modernisée, donc non seulement on a détruit énormément de capital, mais on s'est privé d'une capacité qui aujourd'hui manque. Et surtout, si vous voulez, on a construit un modèle énergétique qui est insoutenable puisque la fameuse programmation pluriannuelle, elle repose sur l'idée qu'on va baisser la consommation et donc, alors que si on veut faire la transition écologique, on sait qu'il faut doubler la production d'énergie d'ici à 2050. Et si on veut la doubler, on sait tous que c'est impossible de la doubler sans énergie nucléaire. Donc il faut être clair, il n'y a pas de souveraineté de la France, il n'y a pas de transition écologique sans souveraineté énergétique. Transition énergétique sans nucléaire. Et donc, il faudrait commencer à travailler sérieusement sur cette Nicolas Bavrez, question. vous craignez ou pas ce scénario noir, extrême, encore une fois, si toutes les... C'est un peu la loi de l'emmerdant maximum, mais voilà, si toutes les planètes se désalignent et si effectivement la Russie cesse définitivement de nous livrer du gaz, si l'hiver est hyper froid, si EDF ne redémarre pas tous ses réacteurs nucléaires comme c'était prévu, si toutes ces économies d'énergie qui sont demandées par le gouvernement aux ménages, aux entreprises ne sont pas réalisées, il y a ce risque de coupure de courant pour les Français cet hiver. Est-ce qu'on joue à se faire peur? D'abord, non, on ne joue pas à se faire peur parce que quand vous indiquiez si la Russie coupe le gaz, or en réalité, ce n'est pas une hypothèse. Enfin, c'est aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, c'est suspendu. On dit que c'est suspendu. Oui, enfin, mais il n'y a rien. Quelle est la raison pour laquelle Poutine, alors même qu'il est aujourd'hui dans une position difficile sur le terrain, si vous voulez, il y a deux fronts dans cette guerre. Il y a le front ukrainien militaire, et puis il y a le front économique, énergétique, qui est la guerre du gaz que mène Poutine à l'Europe. Et pourquoi arrêterait-il? Il n'y a strictement aucune raison. Et donc, on a la certitude que cette crise énergétique est par ailleurs une crise qui va durer longtemps, parce qu'il faut aussi rappeler que tout n'est pas dû à la guerre d'Ukraine, et que le début des tensions sur l'énergie a commencé en 2021. Donc, nous sommes vraiment devant un problème majeur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? C'est simple, il y a trois choses à faire, parce que dans un marché, il y a l'offre, il y a la demande et il y a le prix. Bon, sur la demande, il faut engager une baisse, effectivement. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas le faire en déconnectant les ménages de tout signal prix. Et si le gouvernement explique que quoi qu'il arrive... Entre 10 et 20% de hausse des tarifs l'année prochaine, a priori. Oui, si on explique que quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de coupure de courant pour les ménages, qui va aller se donner la peine de faire attention? Donc il faut responsabiliser, y compris les ménages. Ensuite, il y a le problème de l'offre qui est crucial. Et là, il faut quand même... essayer de se secouer et essayer par exemple de discuter avec le régulateur et EDF qui est le producteur de l'énergie nucléaire. Est-ce qu'on n'a pas une manière de libérer quand même une capacité de production de ce parc? Et puis évidemment, il faut investir sur le moyen long terme. Et puis enfin sur le prix, c'est vrai qu'il faut qu'on réforme ce marché européen de l'énergie qui est devenu complètement fou. Quand vous regardez les marchés boursiers, il y a des coupes-circuits. Quand le marché devient fou sur les bourses, on le refroidit. Voilà, et là, il faut de toute évidence le faire. Et puis il faut effectivement déconnecter le marché européen de l'énergie était fondé donc sur l'idée du prix marginal, la capacité marginale de produire. Gaz, donc c'est le gaz russe. Donc on a mis ce marché dans la dépendance du gaz russe. Il est certain que là encore, il faut très vite bouger et donc il faut déconnecter le prix du marché européen du prix du gaz. Mais encore une fois, pardon, je repose la question sur le risque de coupure de courant. On a beau nous dire, a priori, tout va bien se passer. Non, il faut quand même se mettre en situation où ce scénario catastrophe peut advenir. Est-ce qu'on est préparé, encore une fois, à ce scénario du pire? Premièrement, le risque, il existe vraiment.
Et est-ce qu'on est préparé? Réponse non, puisque c'est vrai qu'à peu près rien n'a été fait. Et là-dessus, il y a quand même une différence. Quand on prend l'Allemagne, Dieu sait que l'Allemagne a fait des erreurs, mais les Allemands, depuis juin, ils se préparent. Qu'est-ce qu'ils ont fait de plus que nous, les Ah Allemands, ben, depuis juin? il y a des campagnes qui sont faites. De sensibilisation? Ben oui, et donc vis-à-vis des, il y a des plans qui ont été faits pour savoir comment est-ce que on ferait si l'énergie devait être rationnée. C'est vrai qu'aujourd'hui, en France, on a expliqué qu'il n'y aurait pas de problème et que tout allait bien se passer. Je crois que malheureusement, très vraisemblablement, ce n'est pas ce qui va se passer. Bon, et sinon, on peut se dire que dans cette crise, on a réduit de moitié notre dépendance au gaz russe. C'était 17% de nos importations en 2020. On est à 9%. Aujourd'hui, je parle de la France. On l'a réduite de moitié. C'est déjà ça. À quand, comment dire, quand est-ce qu'on pourra définitivement s'en passer? Ben, ça risque d'arriver, j'allais dire, sous la contrainte extrêmement vite. Donc le problème, c'est de savoir par quoi on rentre. Et surtout, si vous voulez, cette fois-ci, de reconstruire un modèle énergétique européen qui soit soutenable du point de vue de la sécurité et du point de vue de la transition écologique. Parce que ça n'était, en réalité, le système allemand n'était pas viable, y compris d'un point de vue écologique. Sachant qu'on manque de temps, Nicolas Bavrez, mais le 25 septembre, encore une fois, il y a d'autres enjeux. Il y a les enjeux climatiques avec l'eau qu'on a eu cet été, il y a la crise énergétique, et il y a ce que nous font les banques centrales, et puis c'est lié aussi, on finit là-dessus, l'Italie, élection législative en Italie le 25 septembre, Oui. avec possiblement un tremblement de terre là aussi politique. Oui, mais on peut dire que ce tremblement de terre, il est peut-être déjà en route en Suède également. On va voir quel est le résultat. Ce n'est pas le même niveau de dette et de poids économique Ce n'est pas le en même Europe. niveau d'impact sur la zone euro. Donc l'Italie a une dette considérable de 151%. Ce serait vraiment une calamité, encore une fois, si le parti populiste de droite et l'extrême droite arrivaient au pouvoir en Italie. Ce qui prône une partie de l'annulation de la dette publique. Quand même. Et si vous voulez, il faut toujours être prudent parce que d'une certaine manière, l'Italie a déjà expérimenté le pire avec la coalition des deux populismes d'extrême droite et d'extrême gauche. Ce qui est vrai, c'est que ce qui est très dommage, si je puis dire, c'est que l'Italie avait réussi cette espèce de miracle. On est dans une position très compliquée à avoir le meilleur dirigeant d'Europe et à se doter d'un vrai programme qui permettait d'envisager de bouger le modèle italien, de le moderniser. Et l'Italie avait retrouvé beaucoup de crédit. Avec Mario Draghi. Avec Mario Draghi. Et tout ceci va vraisemblablement être... et tout ceci va poser d'énormes problèmes parce que quand l'Italie est... Il y a le problème italien, mais il y a le problème européen. L'Italie est le premier bénéficiaire du plan de relance européen avec 192 milliards d'aides et de prêts. Donc il y a des conditions, et comme la nouvelle coalition de droite a indiqué qu'elle voulait renégocier à la fois le plan, que vont devenir ces aides? Sans ces aides, il faut être clair, l'Italie, elle ne peut pas se sauver seule. Donc aujourd'hui, si même si on reporte ou qu'on diffère ou qu'on casse cette mécanique, c'est vrai que l'Italie va aller devant de graves difficultés économiques. Et l'Europe avec aussi, encore une fois, avec et par ailleurs, secousses. Et par ailleurs, il y a évidemment le risque qu'on se retrouve comme en 2011 avec une crise de la dette italienne et donc une crise de la dette... Sauf que le BCE a sorti un pare-feu, là. Il y a le... Comment il s'appelle déjà? Oui, mais le TPI, c'est ça? Le pare-feu en question, en fait, il est soumis à toute une kyrielle de conditions, notamment activé pour acheter la dette publique. Le respect des engagements pris dans le cadre du plan. Et donc, les conditions qui sont mises font qu'aujourd'hui, si cette coalition italienne arrivait au pouvoir, a priori, on ne peut pas mettre en œuvre ce mécanisme, donc il serait inopérant. Donc de fait, si vous voulez, c'est un monde, une rentrée très particulière avec une synchronisation des problèmes économiques, États-Unis, récession technique, l'Europe, la crise énergétique, la Chine, l'immobilier et puis le zéro Covid, et puis les émergents avec les problèmes de leur dette. Et par ailleurs, une remontée en flèche du risque politique. Donc nous allons vraiment vers une période de tempête. Et dans les périodes de tempête, je pense qu'il vaut toujours mieux essayer de mobiliser les citoyens plutôt que de leur cacher la vérité. C'est un tacle implicite au chef de l'État? Non, pas de. Enfin, je pense que c'est Démosthène qui disait qu'il faut toujours
préférer les paroles qui sauvent aux paroles qui plaisent. Et je crois qu'aujourd'hui, dans nos démocraties, sachant qu'on voit que les empires autoritaires, eux aussi, ont des difficultés, font d'énormes erreurs, donc Vladimir Poutine a fait un choix calamiteux avec la guerre d'Ukraine. La Chine a également des difficultés sur le plan économique, mais aussi de plus en plus sur le plan... Qu'elle s'inflige elle-même aussi, en fermant quasiment un tiers de l'économie. Hein. Oui, mais si vous voulez, à chaque fois, ce qui est quand même intéressant, c'est que c'est là où on touche aux limites et à l'absurdité du pouvoir absolu. C'est-à-dire que la politique du zéro Covid est une politique complètement absurde sur le plan sanitaire, sur le plan économique, mais elle est considérée comme un dogme, puisqu'elle est censée venir de la pensée Xi, qui est la pensée suprême, et ça donne une catastrophe. Le fait que Vladimir Poutine soit complètement isolé du réel et décidé, en se trompant à la fois, en sous-estimant énormément ce qu'était l'Ukraine, son armée, mais aussi sa nation, et en surestimant les forces russes, là encore, ce sont les vices du pouvoir absolu. Ce qu'il faut chez nous, c'est qu'on n'ait pas les vices de l'excès de faiblesse ou de désordre que peuvent produire les systèmes démocratiques partant de crise. Donc c'est le moment d'essayer de se ressaisir pour avoir des politiques cohérentes et une unité des démocraties. Mais ça ne peut se faire qu'avec les citoyens. Ouais. Et donc si on essaye soit de les mettre en dehors, soit de les endormir. Contre les... Oui, mais les endormir, c'est une manière de les mettre en dehors. Donc de considérer que les crises sont des choses trop sérieuses pour qu'on puisse en parler aux citoyens, c'est vrai que ça ne peut pas fonctionner. Bon, merci de passer nous voir. C'est toujours passionnant de converser comme ça avec vous. Nicolas Bavrez, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup. Merci infiniment. Au revoir. À très bientôt.